Tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à l'un des personnages principaux de Pot-Bouille, à savoir Octave Mouret, dont nous allons voir qu'il est un personnage très ambigu. On va tout d'abord remonter aux origines de ce personnage. En effet, dans La Conquête de Plassans, qui est le quatrième roman de la fresque littéraire de Zola, Les Rougon-Macquart, publié en 1874, le lecteur peut prendre connaissance des ancêtres d'Octave Mouret, qui sont aussi signalés sur le fameux arbre généalogique de la famille fictive imaginée par Zola. Ainsi, on apprend qu'il est le troisième enfant de François Mouret, fils d'Ursule Macquart, et son épouse Marthe, sa cousine, est la fille de Pierre et de Félicité Rougon, elle-même fille de la bisaïeule Adélaïde Fouque. Dans la fiche que Zola consacre au personnage d'Octave Mouret, il insiste donc sur ce double héritage. De son père, il a le sang calme des Mouret, mais aussi une importance accordée au prix des sous. De l'autre côté, il a aussi un petit coin des Macquart et des Rougon, c'est-à-dire une trace de la branche maternelle où la nature nerveuse et la sensualité prédominent jusqu'à faire sombrer dans la folie. Ainsi, Octave Mouret porte en lui deux obsessions, deux passions, que sont l'ambition et la sensualité. On peut considérer que Pot-Bouille est en quelque sorte un roman d'apprentissage que l'on suit à travers justement ce personnage d'Octave. Octave Mouret est d'ailleurs très proche du héros balsacien Eugène Rastignac. En effet, ce dernier clôture le Père Goriot en s'exclamant « À nous deux, Paris !» et Octave pourrait prononcer la même formule au début de Pot-Bouille. En effet, il s'agit d'un provincial de 22 ans qui arrive dans la capitale après un premier succès commercial à Marseille. Le roman marque son envie de réaliser son ambition. Comme le disait Zola, il veut étudier la place de Paris avant de se lancer. Tout son rôle dans Pot-Bouille est là, il flaire, il attend. On a donc bien ici ce personnage type de l'ambitieux provincial qui cherche à parvenir à Paris. En effet, au chapitre 1, Octave Mouret raconte à Madame Campardon qu'il l'a connue enfant, son parcours avant d'arriver dans la capitale. Alors il compta ses affaires. Après avoir enfin obtenu les diplômes de bachelier, pour contenter sa famille, il venait de passer 3 ans à Marseille dans une grande maison d'indienne imprimée dont la fabrique se trouvait aux environs de Plassans. Le commerce le passionnait, le commerce du luxe de la femme, où il entre une séduction, une possession lente par les paroles dorées et des regards adulateurs. Et il raconta avec des rires de victoire comment il avait gagné les 5 000 francs, sans lesquels, d'une prudence de juif sous les dehors d'un étourdi aimable, il ne se serait jamais risqué à Paris. J'ai voyagé 2 ans, c'est assez, reprit-il. D'ailleurs, il faut bien conquérir Paris. Je vais immédiatement chercher quelque chose. On voit donc dans cette espèce d'analepse le goût du commerce qu'Octave a en lui, le fait qu'il associe aussi directement commerce, argent et femme, le fait qu'il soit visiblement doué en affaires et qu'il est totalement motivé par cette envie d'ascension sociale. Il va bénéficier alors de l'aide de M. Campardon. Déjà, M. Campardon est celui qui a trouvé pour lui un logement dans l'immeuble de la rue de Choiseul et qui l'a meublé pour lui. Mais c'est aussi lui qui va lui trouver son premier emploi dans la capitale, en tant que premier commis dans une maison de nouveautés, à savoir le Bonheur des Dames. Ce grand magasin est la propriété de M. et de Mme Édouin. On peut citer ce passage où s'exclame Mme Campardon. Comment s'écria-t-elle. Achille ne vous a pas raconté? Mais il a pour vous une situation et à 2 pas d'ici. Il remerciait, s'étonnant comment en pays de cocagne, demandant par plaisanterie s'il n'allait pas trouver le soir une femme et 100 000 francs de rente dans sa chambre. Donc on voit ici la réaction encore d'Octave, qui bien entendu est enthousiaste à l'idée d'avoir déjà un emploi, mais qui associe encore une fois le commerce, l'argent, donc les 100 000 francs, et le fait d'avoir une femme. Et en effet, ce cher Octave Mouret est un séducteur né. Déjà, on n'a pas trop d'informations sur son physique, néanmoins, l'esquisse qu'on en a peut faire de lui un homme susceptible de plaire aux femmes. Il est décrit comme grand, brun, beau garçon, avec ses moustaches et sa barbe soignée. Il sait jouer de ses charmes pour séduire, y compris auprès de Madame Campardon dont il n'attend pas grand-chose. Il riait d'un rire perlé, en la caressant de ses yeux couleur de vieil or, d'une douceur de velours. Et à plusieurs reprises, on reviendra dans le roman sur la couleur de ses yeux
associée à l'or, comme si cette ambition sociale, cette envie d'argent, s'exprimait même dans la couleur de ses pupilles. Il va donc faire son entrée au bonheur des dames et il faut savoir que Zola n'a pas vraiment l'habitude, comme Balzac, de faire revenir ses personnages. Néanmoins, Octave Mouret sera un personnage qui reviendra dans un autre roman intitulé justement Au bonheur des dames et qui fera suite à Paubouille. Quand il fait son entrée dans le magasin de nouveautés, il rencontre Madame Hédouin, décrite en ces termes. Elle semblait l'âme vive et équilibrée de la maison, dont tout le personnel obéissait au moindre signe de ses mains blanches. Cette femme autoritaire va alors produire un double effet sur Octave. D'une part, elle le trouble et lui fait perdre de sa superbe. Elle lui a paru si grande, si admirablement belle avec son visage régulier et ses bandeaux unis, si gravement souriante dans sa robe noire, sur laquelle tranchait un col plat et une petite cravate d'homme, qu'Octave, peu timide de sa nature pourtant, balbutia. Tout fut réglé en quelques mots. D'autre part, l'indifférence de cette femme à son égard le pique et suscite son intérêt. Octave était blessé qu'elle ne le regardât pas davantage. Cependant, les chapitres qui suivent ne mentionnent plus du tout son parcours professionnel, et ce pendant 5 mois. Il se fixe comme objectif d'avoir un jour Madame Hédouin, qui ferait sa fortune, dans un délai de 6 mois. Le chapitre 9 va expliciter sa façon de procéder. Il a compris qu'il devait gagner son estime dans le domaine professionnel. Pour cela, il évoque ses ambitions de créer un grand magasin qui n'aurait pas d'équivalent dans la capitale. On a cette citation, il imagine un grand magasin avec de grands comptoirs modernes, déballant des millions de marchandises sur les trottoirs de Paris. Et il partage avec elle son envie de succès financier. Sa tactique avait fini par être de la toucher dans sa nature de bonne commerçante et de la vaincre, un jour de faiblesse, au milieu de la grosse émotion de quelque vente inespérée. Malgré la maladie de M. Hédouin, qui l'éloigne du magasin, aucun rapprochement n'a lieu. Il attendit inutilement un frisson, un alanguissement de désir. Un jour, il va se méprendre parce qu'il croit qu'il arrive enfin à ses fins et il se montre plus explicite. Il l'a poussée sur le canapé, croyant qu'elle cédait enfin. Toutefois, Madame Hédouin le repousse. Elle n'est pas non plus touchée par sa déclaration d'amour et vexée, Octave donne alors sa démission. Après son renvoi du magasin de Soieries par Auguste Vabre, qui l'a surpris en flagrant délit d'adultère avec sa femme, parce que oui, Octave va multiplier les relations avec des femmes qui ne sont pas libres. Madame Hédouin va alors lui proposer de revenir, et le jeune homme devient vite indispensable. On a cette citation, elle ne pouvait suffire aux affaires sans cesse croissantes, son oncle le vieux Deleuze, cloué sur un fauteuil par des rhumatismes, ne s'occupait de rien. Et naturellement, le jeune homme très actif, travaillé de son besoin de grand commerce, était arrivé en peu de temps à prendre dans la maison une importance décisive. Cependant, Octave a totalement changé de comportement. Du reste, encore irrité de ses amours imbéciles avec Berthe, il ne rêvait plus d'utiliser les femmes, il les redoutait même. Le mieux lui semblait de devenir tranquillement l'associé de Madame Hédouin, puis de commencer la danse des millions. Aussi, se rappelant son échec ridicule auprès d'elle, la traitait-il en homme, comme elle désirait être traitée. Donc là, on voit un changement de tactique radical de la part d'Octave, qui ne veut plus associer séduction des femmes et ascension sociale. Il va finalement traiter Madame Hédouin comme un homme, comme son égal. C'est alors que Madame Hédouin va reconnaître en Octave une sorte de double masculin. Elle concevait pour les facultés commerciales d'Octave une sympathie grandissante, en retrouvant chez lui sa propre volonté, son goût des affaires, le fond sérieux et pratique de son caractère, sous les dehors galants d'un aimable vendeur. Et il montrait en outre une flamme, une audace qui lui manquait et qui l'emplissait d'une émotion. Donc finalement, malgré lui, Octave va réussir à toucher Madame Hédouin. C'est alors qu'elle lui propose le mariage, non pas un mariage d'amour, mais stratégique. En effet, elle est veuve depuis 8 mois et son oncle, le vieux Deleuze, veut bien qu'elle rachète la maison voisine pour agrandir le magasin. Mais elle explique à Octave, seulement dans le commerce, il faut bien mettre le cœur de côté et songer aux nécessités de la situation. Un homme est absolument nécessaire ici, et elle demande alors à Octave de considérer la proposition comme une transaction commerciale. Vous avez de très bonnes idées, et il est naturel que je songe à vous pour les mettre à exécution. Étudiez ça de votre côté, je l'étudierai du mien. Et le dernier chapitre de Paubouille confirme que les noces ont eu lieu. Le mariage avait eu lieu à la fin de son deuil, dans les premiers jours de novembre.
Donc là, nous avons vu un petit peu ce parcours professionnel et comment il évolue et avec cette clôture sur le mariage. Néanmoins, il faut surtout se rappeler qu'Octave est un séducteur invétéré. En effet, il va être à la conquête des femmes quasiment durant tout le roman. Il se caractérise par cette envie de séduire toutes les figures féminines qu'il va croiser. Pour lui, ce sont toutes des proies à conquérir, et il se sent d'ailleurs très sûr de lui en la matière. Puisqu'on a cette phrase, elles étaient toutes à moi, j'aurais fait d'elles ce que j'aurais voulu. Dès le chapitre 1, il est obsédé par les femmes qu'il croise et qui pourraient l'aider à s'enrichir. Citons ce passage, puis ses idées se brouillèrent davantage. Il vit passer des ombres. La petite Madame Pichon, sa voisine, avec ses regards vides et clairs, la belle Madame Édouin, correcte et sérieuse dans sa robe noire, et les yeux ardents de Madame Valérie, et le rire gai de Mademoiselle Josserand, comme il en poussait en quelques heures sur le pavé de Paris. Toujours il avait rêvé cela, des dames qui le prendraient par la main et qui l'aideraient dans ses affaires. Mais celle-là revenait, se mêlait avec une obstination fatigante. Il ne savait laquelle choisir. La première qui voudra, je m'en fiche. Et tout à la fois, si ça leur plaît. Donc là, on voit vraiment, encore une fois, cette association de la conquête féminine et de l'envie d'ascension sociale et de l'absence totale de scrupules. Hein. S'il peut toutes les avoir, il les prendra toutes. À chaque fois qu'Octave observe une femme, on va constater qu'il juge à la fois de son potentiel physique, mais aussi de la perspective d'ascension sociale qu'elle lui procure. L'exemple le plus significatif est celui où il exprime son désir ressenti pour Berthe. Il voulait avant tout la Parisienne, cette jolie créature de luxe et de grâce, dans laquelle il n'avait jamais mordu à Marseille. Il éprouvait comme une fringale de ses petites mains gantées, de ses petits pieds chaussés de bottines à hauts talons, de sa gorge délicate noyée de fanfreluches. Et dès lors, puisque la femme est une proie, il va, pour les conquérir, entamer un véritable combat stratégique. C'est pourquoi dans ses propos, on retrouve très souvent un vocabulaire relevant de la stratégie militaire. Il parle de travailler longtemps pour obtenir les faveurs d'une femme. Pour cela, il fait des calculs, dresse des plans, où on peut encore une fois relever cette citation éclairante sur le sujet. Il finissait par considérer la conquête de Berthe comme une campagne d'une difficulté extrême qui demandait des lenteurs, des ménagements de haute diplomatie. Le problème, c'est qu'en Octave se mêlent deux aspirations contradictoires. Il est à la fois quelqu'un qui peut se montrer tendre, mais aussi extrêmement violent. Je vous cite ce passage où vous allez pouvoir relever les antithèses, soulignant les contradictions du personnage. Toute sa brutalité reparut, le dédain féroce qu'il avait de la femme, sous son air d'adoration câline. Ou encore, à la fin du chapitre 12, il s'efforçait de garder sa voix tendre, ses gestes câlins, et brusquement, accablé, exaspéré, il céda à son fond de brutalité, au dédain féroce qu'il avait de la femme sous son air d'adoration amoureuse. Ainsi, certains passages vont souligner la chaleur dont Octave est capable, avec une voix caressante, une voix d'acteur douce et chantante, et ses yeux, encore une fois, couleur de vieil or, que des femmes disaient irrésistibles. Néanmoins, Octave se caractérise surtout par sa brutalité, dès que son désir n'est pas immédiatement comblé. Avec Valérie, il est décidé à être brutal, et il le sera effectivement. Alors, les mains tendues du geste brutal dont il aurait empoigné une fille, il voulut la prendre. Et finalement, Octave est véritablement un agresseur sexuel dans le roman. En effet, il prend de force Marie Pichon qui finit par lui céder. Je vous lis ce passage qui est assez long. Bien entendu, il n'est pas question de retenir tout ce passage pour une dissertation. Vous pouvez en retenir la substance. Puis, lorsqu'elle eut roulé contre sa poitrine, dans un abandon de tout le corps, il s'alluma d'un brusque désir. Il voulut l'emporter au fond de la chambre, mais cette approche si rude éveilla Marie de l'inconscience de sa chute. L'instinct de la femme violentée se révoltait. Elle se débattit, elle appela sa mère, oubliant son mari qui allait rentrer, et sa fille qui dormait près d'elle. Pas ça. Oh non, c'est défendu. Lui ardemment répétait. On ne le saura pas, je ne le dirai à personne. Non, monsieur Octave, vous allez gâter le bonheur que j'ai de vous avoir rencontré. Ça ne nous avancera à rien, je vous assure, et j'avais rêvé des choses. Alors il ne parla plus, ayant une revanche à prendre, se disant tout bas crûment. Toi, tu vas y passer. Comme elle refusait de le suivre dans la chambre, il la renversa brutalement au bord de la table, et elle se soumit. Il la posséda, entre l'assiette oubliée et le roman qu'une secousse fit tomber par terre. C'est le cas aussi avec Berthe, comme l'indique ce passage.
Mais il l'empoigna, la jeta sur le lit qu'elle venait d'ouvrir, et dans son désir contenté, toute sa brutalité reparut. Et l'état dans lequel finit la jeune femme après cette relation est significatif. Elle se releva, les poignets cassés, la face contractée par une souffrance. Mais malgré ses envies de conquérir des femmes, il va subir plusieurs défaites. En effet, tout d'abord, dès la soirée où il est invité chez les Duveyrier, il va jeter son dévolu sur Valérie, l'épouse de Théophile Vabre. C'est drôle, elle est jolie en ce moment, une femme ardente, ça se voit. Il va se mettre alors à surveiller ses horaires pour la rencontrer. Son plan était déjà fait, un plan hardi de séducteur, habitué à mener cavalièrement la vertu des demoiselles de magasin. Il s'agissait simplement d'attirer Valérie dans sa chambre, au quatrième. L'escalier restait désert et solennel, personne ne les découvrirait là-haut. Au chapitre 5, Valérie vient de faire une crise de nerfs qui la rend alors désirable et vulnérable. Il la trouvait provocante au milieu de son désordre, avec son teint de plomb, son visage tiré par la crise comme par toute une nuit d'amour. Derrière le flot noir de ses cheveux dénoués qui coulaient sur ses épaules, il croyait voir la tête pauvre et sans barbe du mari. Alors, les mains tendues, du geste brutal dont il aurait empoigné une fille, il voulut la prendre. Mais elle le rejette, affirmant qu'elle est indifférente, sans désir. Au chapitre 15, Octave va découvrir que Valérie a une relation avec un autre homme. Mais Valérie lui dit qu'elle n'y prend aucun plaisir, ce qui apaise l'amour-propre d'Octave. Il éprouvait surtout un soulagement d'amour-propre, car il souffrait toujours au fond de son ancien dédain. Voilà donc pourquoi elle s'était refusée un soir. Autre défaite, c'est avec Madame Juser. Il fait face à une attitude plus ambiguë avec cette femme. En effet, c'est une femme de 35 ans qui a visiblement été abandonnée par son mari, et elle va accepter de lui des gestes jugés licencieux au XIXe siècle. Elle lui laisse prendre sa main, l'embrasser, délicatement ou plus ou moins. Se croyant encouragée, il voulut la saisir à la taille, l'attirer sur le canapé, mais elle se dégagea sans violence. Elle glissa de ses bras, riant, ayant l'air de penser simplement qu'il jouait. Donc elle accepte le jeu de séduction, mais elle impose des limites. Elle ne lui permit pas d'aller au-dessus du poignet. Le premier jour, il y avait là une ligne sacrée où le mal commençait. Et cette même scène va se renouveler au chapitre 11 avec la même interdiction. Elle se livrait, lui permettait les caresses les plus vives et les plus secrètes, ne les repoussant d'un mouvement de brusque vigueur nerveuse que s'il tentait le seul acte défendu. Mais Octave rencontre quand même des victoires. Il fait facilement céder Marie Pichon, mais cette pauvre femme ne sera qu'un objet qu'il utilisera au gré de ses pulsions sexuelles. Comme il se rendormait, dressant des plans, se donnant 6 mois pour réussir, l'image de Marie Pichon avait achevé de calmer ses impatiences. Une femme pareille était très commode. Il lui suffisait d'allonger le bras quand il la voulait, et elle ne lui coûtait pas un sou. En attendant de l'autre, certes, il ne pouvait demander mieux. Dans son demi-sommeil, ce bon marché et cette commodité finissaient par l'attendrir. Il la voyait très gentille avec ses complaisances. Il se promettait d'être meilleur pour elle désormais. On voit là toute la condescendance du personnage, tout le mépris qu'il a, et le fait qu'il puisse se servir de cette pauvre femme juste pour satisfaire ses envies sexuelles. Même une fois avec Berthe, il reprend Marie sans aucun scrupule. Il n'éprouve alors aucun remords à l'idée des 2 grossesses dont il est probablement responsable et qui attirent les foudres de monsieur et de madame Vuillaume. Il adorait Berthe, il la désirait follement, et dans son besoin de la voir, renaissait pour l'autre une tendresse infinie, un amour dont il n'avait jamais éprouvé la douceur au temps de leur liaison. C'était un charme continuel à la regarder, à la toucher, des plaisanteries, des taquineries, les jeux de main d'un homme qui voudrait reprendre une femme, avec la secrète gêne d'aimer ailleurs. Donc on voit que voilà, ça ne le dérange pas d'avoir plusieurs femmes en même temps. Mais Marie Pichon, le problème, c'est qu'elle ne lui permet pas d'assouvir son ambition sociale, puisqu'elle fait partie d'une bourgeoisie fort modeste. Pour Octave, une femme doit lui permettre de grimper les échelons de la société. Il se rappelait avec amertume ses succès de Marseille et voyait un mauvais présage, une véritable atteinte à sa fortune dans la déroute de ses séductions. Un froid le glaçait quand il n'avait pas des jupes autour de lui, jusqu'à Madame Campardon qui le laissait partir sans larmes. C'était une terrible revanche à prendre. Est-ce que Paris allait se refuser? Donc on voit bien encore une fois cette association femme et conquête de Paris. Conquérir Berthe qui sera devenue Berthe Vabre, puisqu'elle sera mariée à ce moment-là, va le conduire à dépenser plus que de raison. Octave, peu à peu,
se prenait pour Berthe d'un jeune et ardent désir, et ce coup brusque de passion allait jusqu'à attendrir la sécheresse de sa nature économe, au point de lui faire jeter en cadeau, en dépenses de toutes sortes, les 5 000 francs apportés du midi. Il va alors vivre un adultère qui va le lasser, car la jeune femme l'assaille de reproches et lui demande toujours plus de dépenses. Il songeait à la mauvaise chance de ses amours. Celle-là, cependant, il l'avait ardemment désirée, même au point de déranger tous ses calculs. Et maintenant qu'elle se trouvait dans sa chambre, c'était pour le quereller, pour lui faire passer une nuit blanche comme s'ils avaient déjà eu derrière eux 6 mois de mariage. Le fait qu'Auguste Vabre prenne Octave et Berthe sur le fait va finalement être une délivrance pour le jeune homme. Il retournera au bonheur des dames où, sans le rechercher directement, il parviendra à associer séduction et ambition sociale en se mariant avec Madame Édouin. Enfin, dernière grande idée à retenir sur Octave Mouret, c'est qu'il se peut que ce personnage soit un médiateur de la parole de Zola. En effet, très souvent, Zola va faire le choix du point de vue interne. Il va décrire, à travers le regard d'Octave, plusieurs scènes. C'est le cas dès le chapitre 1, quand il découvre l'immeuble de la rue de Choiseul, comme l'indiquent ses verbes de perception. Regarder, se sentir, écoutant. Il nous fait part aussi de ce sentiment de vexation quand il voit que le tapis de l'escalier disparaît à son étage. Il en éprouva une légère contrariété d'amour-propre. L'escalier, peu à peu, l'avait empli de respect. Il était tout ému d'habiter une maison si bien, selon l'expression de l'architecte. Et donc, à travers le regard d'Octave, Zola va délivrer un jugement sur la bourgeoisie. En tant que provincial fraîchement arrivé à Paris, il jette sur cette bourgeoisie qui l'entoure un regard lucide. C'est le cas lors du premier repas chez les Duveyrier. Dès la 10e mesure, Octave, l'air recueilli et hochant le menton au trait de bravoure, n'écouta plus. Il regardait l'auditoire. L'attention poliment distraite des hommes et le ravissement affecté des femmes, toute cette détente de gens rendus à eux-mêmes, repris par les soucis de chaque heure, dont l'ombre remontait à leurs visages fatigués. Ou encore, des mères faisaient visiblement le rêve qu'elles mariaient leurs filles, la bouche fendue, les dents féroces, dans un abondant inconscient. C'était la rage de ce salon, un furieux appétit de gendre qui dévorait ses bourgeoises au son asthmatique du piano. Finalement, Zola se sert de son personnage pour faire tomber les masques des gens comme il faut, avant de revenir au point de vue omniscient pour mettre en évidence la désillusion d'Octave. Octave restait surpris, il perdait de son respect pour ce salon où il était entré avec une émotion de provincial. Au fil du roman, Octave va acquérir ce regard perspicace qui est celui de Zola et que l'auteur veut faire acquérir au lecteur. Et il se penchait à son tour. Il regardait les murailles comme vexé de ne pas avoir lu tout de suite au travers, derrière les faux marbres et le carton-pâte luisant de dorure. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on se retrouvera très bientôt pour un autre cours consacré cette fois à la condition féminine dans Pot-Bouille. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo. À très bientôt.